Ah, vous êtes là? Bah écoutez, vous tombez très bien, on est juste avant le tournage d'une nouvelle émission de CTO Decrypt. On va aborder un sujet brûlant aujourd'hui, c'est comment lever des fonds quand on est startup tech. On va le faire avec pas n'importe qui, on va le faire avec un CTO, Samir, qui a déjà levé plus de 100 millions d'euros au cumulé dans sa carrière, qui a bossé sur plusieurs continents dans le monde, qui est aussi parachutiste sur son temps libre, donc un mec incroyable. Ce mec-là va pouvoir nous décrypter tout ça avec beaucoup de vulgarisation. Et bah écoutez, suivez-moi, on va tout de suite le rejoindre en studio. Bienvenue à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de CTO Decrypt. Alors avant de commencer un peu cet épisode, je précise quand même cette vidéo est sponsorisée par CoCTO, alors dont je suis le fondateur, donc ça aide peut-être un petit peu les choses, mais bon, c'est comme ça. CTO, en fait, c'est un service de recrutement de CTO à temps partagé. On bosse pour ça avec une communauté de CTO indépendants qu'on invite du coup sur le plateau pour discuter de différents sujets sur CTO Decrypt. Et aujourd'hui, ravi d'accueillir Samir. Enchanté Samir, content de te voir. Merci pour l'invitation. Écoute, avec plaisir. Pour aborder un sujet toujours aussi brûlant, quoi. On va parler caillasse, on va parler argent, on va parler levée de fonds. Et plus précisément, en fait, comment lever des fonds quand on est une startup tech. Et Samir, tu as quelques levées de fonds au compteur, on peut le dire. On va pouvoir creuser ce sujet avec toi. Et Samir, est-ce que tu connais du coup le principe de l'émission CTO Decrypt? Tu peux dire non, tu as le droit de dire non. Tu peux dire oui, tu as le droit de dire oui aussi si tu connais. C'est le channel numéro 1 en France, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. En fait, c'est l'émission la plus regardée du coup en France. Là, on est avec 1 million d'auditeurs à peu près aujourd'hui. Donc, il y a du monde. 1 million de CTO. 1 million de CTO, exactement. Et en fait, dans CTO Decrypt, le but c'est de vulgariser en fait des enjeux tech de CTO en fait pour les gens qui ne sont pas tech, donc des sales, des marketeurs, des business, etc. Et vulgariser ces notions-là. Et donc en fait, dans CTO Decrypt, Samir, tu vas avoir une note de 1 à 5 de vulgarisation en fonction de la réussite que tu aurais pu avoir à parler du sujet. Et donc 1 à 5, 5 étant la meilleure note, 1 étant la pire note, 5 étant du coup tout on a compris, même ma grand-mère, même j'ai pu te le dire du coup dans les précédents épisodes, mais même le chien qui dort à côté, etc. a compris ce que tu disais, c'est parfait, on est sur une réussite totale, Samir, c'est impeccable. 1 étant l'opposé, personne n'a rien compris, moi j'ai rien compris, même Michel qui est ton développeur dans ton équipe, n'a pas compris ce que tu voulais dire. Et c'est terrible, on est sur un ratage complet et c'est la fin du monde. Donc voilà Samir, sans mettre de pression, on peut pas... Pas de pression. Non, on peut pas... non, là n'est pas bon. Et du coup en fait cette note-là, t'en auras 2, t'auras la mienne à la fin de l'émission, qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas sur mon ressenti, je pourrais te donner un peu ce que je pense. Et puis surtout la vôtre, celle des auditeurs, du public, vont mettre en commentaire, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec ma note ou pas, et pourquoi, quelle note vous auriez donné du coup à Samir. Et puis là-dessus on fait une moyenne, ce qui note du coup normalement un retour plutôt objectif, et du coup une note de CTO, une note de vulgarisation finalement Samir. Parfait. Voilà, est-ce que le concept est clair pour toi? Parfait, c'est parti. Ouais, c'est nickel. Samir, avant de commencer l'émission, je vais un peu introduire aussi ton parcours, etc. Donc j'ai noté quelques petites bribes. Tu me diras si je me trompe ou pas, mais en gros, tu as travaillé sur 5 continents, tu es aussi parachutiste, tu as 100 millions levés de fonds cumulés au compteur. Est-ce que ça c'est vrai, Samir, ou est-ce que c'est juste une légende? Alors, il faut préciser que 100 millions, c'est pas moi qui l'ai levé, Ouais. c'est plutôt le cumul d'accompagnement, tout compris, Ok. full-time, et principalement d'accompagnement de start-up. C'est pas encore 5 continents, bientôt grâce au réseau de CTO, co-CTO. Ouais, Je peux c'était pouvoir- l'Afrique qui te manquait, c'est ça? Exactement, Ok. exactement. Et donc il part. Bientôt la semaine prochaine. Un mythe, mais quand même avec un fond de réalité. Pas loin des posts LinkedIn. On n'est pas loin. Donc voilà. C'est ça. Ok, ça roule. Non, sa photo LinkedIn d'ailleurs, si vous allez voir le profil LinkedIn, on met le lien de profil LinkedIn de Samir en description. Là, en plus, j'ai une médaille d'argent en compétition Ah ouais? en France, Ok. championnat de France, Ah, donc en c'est- parachutisme. Ok. Ouais. Là, on a l'impression que les règles sont en train de changer, les levées de fonds sont plus compliquées, les règles des VC changent, on cherche une rentabilité, etc. Enfin, on a l'impression qu'en fait, c'est plus dur de lever des fonds qu'avant. Et en fait, j'avais te poser la question, Samir, et commencer par là. Est-ce que l'âge d'or des levées de fonds est terminé ou pas? C'est vrai qu'on a l'impression en fait que en ce moment, c'est un peu de plus en plus compliqué de lever des fonds. Ça suit un peu une tendance générale de la crise économique. À tous les niveaux, au niveau personnel, au niveau dépenses, on est un peu plus prudent dans les investissements et dans les dépenses de manière générale. Moi aussi, je le sens en fait dans mes accompagnements avec mes clients où les investisseurs déjà on a du mal à avoir des rendez-vous investisseurs donc qui sont moins accessibles et les attentes et les conditions de levée sont de plus en plus on peut dire compliquées. Et en fait on voit que c'est comme s'il y a un shift des attentes de la série A vers la seed. Dans les attentes de la série A sont maintenant
les attentes de la seed, c'est quasiment Ok. impossible de lever une pré-seed Ok. en ce moment. Il y a toujours des exceptions. C'est un peu l'impression qu'on a effectivement. en Ok, ce moment. c'est ça. Donc pré-seed, effectivement, pré-seed, c'est avant le produit, c'est sur des slides principalement. Ouais. Donc on a une idée, on présente un business Ok, ouais. sur des slides. Seed, c'est on démarre, on a une petite équipe peut-être de fondateurs, et l'idée c'est de montrer qu'il y a une opportunité business et on peut construire. Et Série A, c'est à partir de la Série A où on commence vraiment à voir des preuves de market fit. Donc Ok. des preuves qu'il y a un vrai produit, il y a des utilisateurs qui commencent à acheter ce produit et à l'utiliser. Ok. Voilà. Ouais, Et plus on avance dans les levées de fonds, plus c'est des problématiques de croissance. Ouais. Voilà, il faut faire une croissance de business, multiplier par 2, par 10, internationalisation. Et quand on dit pratique de croissance et du coup des enjeux qui augmentent, entendez par là des levées de fonds qui sont de plus importantes, plus de caillasse, comme on le dit. On revient toujours là-dessus, quoi. Exactement, ouais, mais c'est l'idée, c'est qu'il faut les moyens pour avoir de la croissance. Ouais. Et donc, ouais, effectivement, c'est proportionnel. Plus on va avoir plus de croissance, les levées de fonds vont devenir de plus en plus importantes. Donc, ça peut aller jusqu'à 500 millions. Je sais pas s'il y a déjà eu des levées en France à 400 millions, à 300 millions pour des séries D, des séries E. Ça fait quand même pas mal d'argent. Ça fait pas C'est ça. Et non, et du coup, je disais tout à l'heure, est-ce que l'âge d'or des levées de fonds est fini? Tu disais c'est un peu plus compliqué en ce moment. Est-ce qu'en fait, du coup, c'était plus facile de lever avant? Je pense qu'on pourrait peut-être dire que oui, c'était facile avant, c'était de l'argent facile. C'est un peu. Ouais, c'est un peu je pense qu'on est tous passés à des profils sur des posts LinkedIn ou critiques. J'ai pu en faire quelques-uns d'ailleurs, mais à coup de pas. Voilà, de dire voilà, c'est de l'argent facile, on ne fait pas attention et tout ça. Ouais. Mais je pense que moi j'ai peut-être un regard un peu différent par rapport à ça. Je pense qu'on a réussi dans l'écosystème tech, start-up, que ce soit en France ou principalement aux États-Unis, de créer une sorte de dynamique qui encourageait plus de monde à devenir entrepreneur. Et donc, il y avait plutôt un effet de volume. Il y avait beaucoup de projets. Les investisseurs étaient beaucoup plus accessibles, mais ils recevaient beaucoup de dossiers aussi. Et donc, c'était pas forcément facile de lever parce qu'en fait, il y a beaucoup de concurrence, en gros. Il y a beaucoup de concurrence, mais il faut quand même avoir un business, il faut quand même avoir une bonne équipe fondatrice, il faut montrer qu'on est capable d'exécuter, de construire un business. Moi, je vois que c'était plutôt l'effet de volume qui donnait l'impression que c'était facile. Et donc ça, c'est un peu une inquiétude que j'ai pour le futur. Les choses, je ne sais pas si c'est en train de partir sur des nouvelles règles ou c'est juste mis en pause. Je m'inquiète sur le fait que est-ce qu'on va aller vers une dynamique inverse. Moins de projets du coup. Et du coup, ça va donner l'impression que c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais se lancer parce que voilà, c'est compliqué, on ne peut jamais lever de fonds. Et donc, ça décourage les gens à créer des entreprises, à tenter l'entrepreneuriat. Et on rentre dans une dynamique plutôt négative, quelque chose qui est, moi je pense, qui n'est pas forcément une bonne chose pour l'innovation. Et du coup, tu parlais aussi justement, un peu, il faut une bonne équipe, il faut etc. pour aller lever des fonds. Toi, quels sont les éléments qui sont vraiment pour toi game changer et je vais utiliser un mot anglais parce que c'est stylé de dire comme ça en startup. Quels sont les éléments qui vont vraiment faire la différence pour convaincre des VC en fait aujourd'hui ou hier d'ailleurs, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Ça veut dire quoi VC? Créer mon propre jeu. VC Venture Capital, donc les fonds d'investissement finalement, ceux qui vont mettre la caillasse dans les boîtes. Quelles sont les règles pour les convaincre du coup ces gens-là? Alors, moi je pense qu'il y a un élément vraiment game changer. On peut le dire. Voilà, c'est vraiment le plus important, c'est capacité, les compétences de storytelling. C'est vraiment le point le plus important. J'ai accompagné pas mal d'entrepreneurs et je vois la différence entre des personnes qui savent raconter une belle histoire derrière leur boîte et des personnes qui sont... Et donc ça, c'est un peu on peut avoir une très belle idée, un bon business, mais le fait de ne pas avoir une bonne capacité à raconter une histoire, une compétence de storytelling, souvent c'est un élément majeur pour ne pas réussir une levée de fonds. En fait, un bon storytelling peut nous aider à réussir une levée de fonds même avec une idée qui n'est pas top, on va dire un business qui est un peu fragile. Mais voilà, l'inverse, en général, c'est un peu plus problématique. Il y a un élément rationnel derrière, c'est qu'un investisseur, il y a un élément important à voir par rapport à l'entrepreneur, c'est est-ce qu'il va être capable de vendre en fait, sa solution, son produit. Donc, s'il n'est pas capable de vendre, c'est un red flag.
c'est un problème, tu vois. Donc ça, c'est un peu l'idée. Je pense que derrière, cet élément qui est subjectif, un peu de l'émotion et tout ça, je pense que c'est un peu un résultat naturel des choses, que si l'entrepreneur réussit à me convaincre de mettre de l'argent dans sa boîte, c'est-à-dire qu'il a de fortes chances qu'il va être capable de vendre sa solution. Ouais, convaincre des gens d'acheter sa solution. Exactement. Donc je pense qu'il y a cet élément-là qui rationalise un peu cette partie-là. Et si on devait comparer du coup les levées de fonds maintenant et avant, quelles seraient les plus grosses différences et qui serait extrêmement cool, est-ce que tu aurais une anecdote aussi dessus? Alors c'est encore tôt de les comparaison précise par rapport à aujourd'hui et avant, parce qu'on est encore dans la crise, donc il faut attendre un peu. Mais on a des éléments, des indices sur ce qui se passe en ce moment. C'est que oui, on fait un peu moins de paris sur les idées. On a des attentes un peu plus business, on l'a dit, ce qui est comme on décale les attentes de la série A au CID, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'on a des attentes un peu plus business. C'est comme si il faut montrer, on revient un peu à l'ancienne avec un business plan et montrer qu'on a une rentabilité un peu plus concrète. Donc, moi, j'accompagne des clients en levée de fonds, ça fait à peu près 5 ans, en plus de mes expériences personnelles. Donc, je suis passé par la phase avant-après. Donc là, parce que j'accompagne toujours des clients actuellement en levée de fonds. Ça se voit direct, même au niveau des premiers rendez-vous avec les clients. Tout de suite, je vois, cette personne n'aura pas de mal à lever. Parce que voilà, c'est bon, il y a juste le besoin, le petit coup de pouce technique, et c'est bon derrière. Cette personne-là, c'est excellent du coup. Donc en plus de ça, donc ça c'est le storytelling, c'est nécessaire. Mais c'est pas suffisant. L'outil qui va permettre à l'entrepreneur de capter l'attention de l'investisseur. Ça, c'est le plus important. Si j'arrive pas à capter son attention, tout le reste, ça sert à rien. Ça sert à rien, le rendez-vous, en fait, il est joué avec l'investisseur pendant les quelques premières minutes. On sait tout de suite l'investisseur. Un peu, même quand tu disais, du coup, toi, tu croises un mec, tu dis, lui, il peut lever des fonds. Tu te fais naviguer rapidement sur le sujet, l'investisseur, il fait préparer, quoi. Exactement. Dans mes rendez-vous de mes clients à moi, c'est même d'être le plus transparent possible, de dire aux clients, quitte à ne pas l'avoir comme client ou prospect, d'aller. Vous êtes nuls, voilà, c'est fini, vous n'allez jamais pouvoir lever de l'argent. Mais c'est plutôt de montrer ce point-là et de dire, allez travailler d'abord ces compétences-là avant d'aller plus loin, parce que sinon ça risque d'être une perte d'argent, de faire un accompagnement avant de couvrir un peu la base. Cette partie-là, j'ai des personnes dans mon réseau qui peuvent aider à monter en compétence sur cette partie-là. Donc ça commence par le storytelling et après la capacité et montrer la capacité à exécuter. Une partie plutôt rationnelle du sujet. Quoi. Exactement. Il y a toujours une partie rationnelle, ça c'est clair, parce qu'au fin du compte, on va mettre de l'argent. Voilà. Donc l'émotionnel c'est important pour capter l'attention. Le rationnel c'est le petit bonus à la fin pour que l'investisseur dise « Ah, ça m'intéresse, je passe à l'action ». Je passe à l'action. Waouh. Et il ne nous reste plus qu'à lever quelques millions maintenant. Au CTO. C'est parti. ChatGPT. Voilà. On glissera dans le deck. On glissera dans le deck. Quelle merveilleuse transition avec le sujet qu'on voulait aborder après. Du coup, tous ces éléments-là, il faut les placer dans ce qu'on appelle un pitch deck. Pitch deck, c'est quoi? C'est les slides, la présentation PowerPoint, en gros, qui va permettre de mettre les infos et d'utiliser comme support pour les levées de fonds. Présenter ça aux investisseurs. Quels sont les éléments pour toi qui font un bon pitch deck? Donc c'est dans mon expérience, j'ai réussi à avoir une sorte d'un template des éléments les plus importants qu'on doit les montrer le plus rapidement possible, de manière la plus claire possible, dans un pitch deck ou même dans un pitch, en fait, lorsqu'on veut aller présenter en quelques minutes le projet. Tu serais surpris que même ça peut paraître parfois basique, simple, mais il y a tellement d'entrepreneurs qui partent un peu dans des présentations très très compliquées où on comprend pas grand-chose. On comprend rien. Donc l'idée c'est de revenir vraiment à la base. Tu vas voir que la plupart des pitch decks, en fait, c'est simple. Il n'y a pas de trucs compliqués, il n'y a pas beaucoup de bullet points, il n'y a pas des slides avec 1 milliard de trucs dedans. Finpal,
Nom de merde, on peut le dire. Heureusement qu'ils ont changé leur nom. C'est ça. Ouais. Bah, par le nom, Ah oui, ils avaient quand même un deck qui est très intéressant. Ah. Là, tu regardes en fait. Et On là, rigole, mais ils ils ont quand même levé quelques pesos. Exactement, ouais, c'est pas mal, hein, quelques centaines de millions. Ouais. Voilà, bon, bah, on est sur quelques centaines de millions, oui, c'est pas mal. Mais là, c'était en fait Ok. tout le début de l'aventure. Ok. Et tu vois, tout de suite, en fait, c'est pain, en anglais, parlait. le pain point. Pain. Ouais, tout de suite, ça Ok. parle de qu'est-ce qu'on cherche à résoudre. Et en fait, là, ils sont super bien situés parce qu'ils parlent un peu de l'expérience bancaire. Donc, Ok. peut-être qu'on ne se rend pas compte de la génération d'aujourd'hui, mais oui. ça a vécu les temps où c'était compliqué. Hein. Donc là c'est un peu, donc tout de suite, il n'y a pas d'introduction, Ouais, rien, tout de directement suite. dans le vif du sujet. Tout de suite dans le vif du sujet, et tu vois, même au niveau design, Ouais, c'est un peu limite. Et tout ça sert pas à grand chose en fait dans les pitch decks. Ok. Vraiment de l'information et derrière le storytelling derrière que l'entrepreneur va faire. C'est ça. On peut peut-être reprendre d'autres exemples. Ouais. Là, on est sur pitchdeckhunt.com. Petite pépite de site. Si vous voulez retrouver des pitch decks, si vous voulez vous inspirer, c'est pas mal. Il doit travailler un peu sur la recherche. Ouais, je vois ça Snapchat, fonctionne pas. Tinder, YouTube, waouh. C'est ça. Vous avez besoin d'un CTO pour, si vous voulez d'ailleurs, pitch, on est là. Si vous voulez améliorer votre moteur de recherche avec un CTO, il y a un mec qui fait du parachute qui serait partant pour vous aider apparemment. Donc je vous le dis comme ça, mais. Le deuxième point, c'est le plus rapidement possible, une fois qu'on a capté l'investisseur, voilà, il y a un problème concret qu'on veut résoudre. C'est ça. Il y a la taille du marché. Ouais. Parce qu'en fin du compte, c'est un business à construire, donc il faut montrer l'opportunité business. La scalabilité, enfin le passage à l'échelle, pardon, je parle de scalabilité moi-même. En fait, c'est le potentiel business, plutôt ça. Dire, voilà, je montre à l'investisseur que c'est pas juste un que moi j'ai eu, voilà, ou que mes amis. Oui, c'est ça. Voilà, il y a un vrai marché derrière, et donc il faut trouver des métriques, des éléments, des chiffres qui vont montrer la taille du marché. Okay. Il y a plusieurs façons de faire. On peut peut-être prendre l'exemple de Front, qui ont quand même levé pas mal d'argent. Tu peux voir que là, par exemple, ils ont montré la taille du marché par le nombre d'emails envoyés. C'est une boîte qui fait une solution de collaboration via une solution de mail. Ça, c'est un peu une idée. En fait, d'ailleurs, je t'invite à lire le deck et donner ton opinion sur est-ce que tu comprends un peu l'idée derrière, sachant qu'ils ont levé quand même 100 millions, pas loin de 100 millions si je me rappelle. Donc là, l'idée, c'est de dire, voilà, la problématique de Front, c'est quoi? C'est il y a un problème de collaboration autour des mails, surtout lorsqu'on, par exemple, dans des problématiques de support, on reçoit des mails des utilisateurs et comment assigner un problème à un autre, collaborer autour des mails. Donc comment ils montrent ça? Ils disent, il y a 215 milliards de mails par jour. Ça c'est ça. Donc ils montrent ça de plusieurs façons aussi. Donc voilà, donc si on regarde le pitch deck d'Alan, par exemple. Là, on est sur la slide de taille de marché pitch deck d'Alan. 36 milliards d'euros en France. Oui, c'est beaucoup. Donc là, ça pose les bases. Exactement. Donc ça, c'est un peu l'investisseur qui va regarder ça et dire, voilà, effectivement, il y a un potentiel business. Et plus on a des métriques importants et impressionnants, c'est pas forcément que en termes d'argent, mais des métriques importants, plus l'investisseur il va dire, même si j'ai pas besoin en fait d'être le monopole sur le marché, même si j'ai une petite partie du marché, je vais pouvoir quand même faire un business. Voilà sur sa partie-là. Ensuite, une fois qu'on a identifié la taille du marché, c'est de dire, il y a déjà des solutions existantes. Dans la plupart des cas, il y a déjà des solutions existantes. En quoi on est différent, voilà, par rapport à la compétition. Tu disais, par exemple, le pitch deck de Dropbox. Dropbox, exactement. Ça peut être pas mal. Pas besoin, en fait, il n'y a pas besoin de prendre la tête avec le design et tout ça. C'est vraiment de l'information, de présenter l'information de la manière la plus simple possible. Donc voilà, donc là, ça montre, par exemple, par rapport aux solutions existantes, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce que Dropbox amène de nouveau pour résoudre le pain point, le fameux pain point au départ. Au départ, quoi. Donc, comparaison concurrent, c'est ça. Exactement. Et après, le dernier point aussi le plus important, donc voilà, on montre qu'on règle un problème concret,
Ensuite, on montre la taille du marché, qu'il y a du potentiel business. Ensuite, on montre qu'on rapporte quelque chose de nouveau sur le marché. par rapport à ce qui existe. Donc, il reste à montrer comment on va accéder aux clients, l'acquisition client. Ok. Donc, par quels moyens on veut avoir des utilisateurs, des clients. Et donc, ça, c'est important. Il faut que ça fasse partie de n'importe quel pitch deck. Donc là, en fait, on voit l'exemple de SendGrid, qui est une solution d'envoi de mail transactionnel, qui montre un peu leur stratégie d'acquisition. Toujours très simple, on remarque tous les slides d'ailleurs qu'on a vu, c'est toujours hyper basique. Exactement. Mais exactement. Ça c'est commun pour tout type de levée. Voilà, que ce soit au départ ou très avancé. Mais plus on avance dans les levées de fonds, plus il y a besoin d'ajouter des éléments business, des métriques business, pour montrer que les levées précédentes, on a bien dépensé l'argent, on a réussi à bien dépenser l'argent. Ça veut dire le chiffre d'affaires, le nombre de clients, le nombre d'utilisateurs actifs, selon le type tu montres plus des business. Exactement. Et après, la question de pourquoi on veut lever de l'argent devient de plus en plus importante et devient de plus en plus rationnelle, et moins émotionnelle. Au départ, c'est vraiment on veut construire le business, et ensuite, on veut lever 100 millions. Pourquoi on veut lever 100 millions? Donc il faut montrer un peu par A plus B, parce qu'on veut faire conquérir le marché espagnol, aller aux États-Unis, sur ces éléments-là. Donc voilà. Donc 4 éléments. Donc le pain point, la taille du marché, l'analyse de la compétition et la stratégie go-to-market. Et ensuite, si on est avancé dans les levées de fonds, des metrics business et pourquoi on lève. Là, on était focus sur pas d'éléments business. Si on parle du coup du rôle de CTO dans toutes ces levées de fonds, où il va se situer en fait? Alors, le rôle de CTO, c'est vraiment de rassurer les investisseurs la capacité d'exécution. Donc l'aspect concret, c'est possible. Exactement. C'est-à-dire, une fois qu'à travers le storytelling, à travers les éléments de deck qu'on vient d'énoncer, on montre qu'il y a un business, est-ce qu'on est capable d'exécuter? C'est là où le CTO va venir et va donner un peu, va rassurer les investisseurs de l'entreprise ou l'équipe fondatrice ou l'équipe en place va pouvoir mettre en place, créer les solutions ou mettre en place les objectifs de la levée. Donc ça, c'est un peu le rôle principal de CTO dans une levée de fonds, dans aussi les rendez-vous clients. Donc ça se voit par rapport aux réponses aux questions. Pareil, plus on avance dans les levées de fonds, plus il faut être business. Il faut montrer une bonne compréhension de business. D'un point de vue CTO, il faut que le CTO soit de plus en plus du coup, avec un profil business. Exactement. Alors, pas forcément un profil business, mais c'est plutôt montrer qu'on n'est pas trop enfermé dans la tech. Alors, montrer qu'on comprend le business et qu'on sait créer une tech qui va servir le business et pas juste créer une tech juste pour créer. Et du coup, tu en parlais déjà un petit peu avant, les différences pré-seed, donc seed, série A, série B. Les différents stades de levée de fonds. Il y a des arguments différents du coup à porter à chaque fois. Un petit résumé du coup de ces arguments, quelles seraient un peu les choses à savoir sur chaque étape? Comme on l'évoquait plusieurs fois, c'est que ça dépend de le type de levée, du stade de la boîte. Il y a des attentes différentes. Donc voilà, et il y a des objectifs qui sont différents. Au départ, lorsqu'on est au début de l'aventure, en phase seed ou pré-seed, il y a deux choses que les investisseurs attendent de l'équipe fondatrice, de montrer qu'il y a une vraie opportunité business. Voilà, et qu'il y a une équipe qui est capable d'exécuter. Et après, une fois qu'on a une seed, on va aller vers la série A. Enfin, il faut montrer qu'il y a des preuves de market fit. Ça, c'est très important. D'ailleurs, la série A, c'est une milestone qui est très, très importante dans la vie d'une boîte. Il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent. C'est là où les boîtes peuvent s'arrêter du coup. Exactement. C'est quel montant à peu près la série A si tu as des fourchettes en tête? Ça peut aller de 5 millions jusqu'à 20, 30 millions. Un peu dans ces... voilà. Après, il y a des exceptions aussi. Donc, une fois qu'on passe la série A, on passe à la série B. En fait, à partir de la série B, c'est vraiment accès croissance. Donc, à chaque fois, c'est des niveaux différents de croissance. Mais on a un market fit, mais est-ce qu'on est capable de faire de la croissance avec le business et de grossir. Après, plus on avance, plus il faut montrer une sorte de maîtrise de marché. Donc, on sait faire de la croissance, mais on maîtrise les clés du marché. On sait par où aborder les clients. On a identifié les canaux d'acquisition de clients qui sont à répétition aussi. Et on a un niveau de churn
d'abondant. Je sais pas Churn, comment je fais une sorte de clap, une sorte de buzzer de vulgarisation. Churn, du coup, c'est c'est de taux d'abondement de clients, un truc comme les ça. clients qui arrêtent. Voilà, de perte de clients. Quoi. Voilà, qui est de plus en plus faible. Okay. C'est un peu montrer sa partie-là, jusqu'à des stades avancés où on montre qu'on est vraiment leader du marché. Okay. Comme par exemple, on dit beurre, c'est un mot où on n'a plus besoin de l'expliquer. Donc, voilà, oui, ça, c'est carrément un mot du vocabulaire commun. Exactement. Exactement. D'ailleurs, pour la petite histoire, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent de beurre. On ne peut pas avoir que CTO et l'argent de CTO. Ça dépend. Pour la partie tech, en fait, comment toi, en tant que CTO, tu vas cadrer du coup la partie tech sur ces différents stades de levée? Ouais, excellente question. Donc en fait, on sait que le rôle de CTO, c'est d'assurer sur l'exécution, la capacité d'exécution. Je dirais que c'est pareil, selon le type de levée. Il y a un niveau de cadrage qui est différent par rapport à la tech. Je dirais au début de l'aventure, il ne faut pas trop se prendre la tête avec la tech. D'accord. C'est vraiment très important et il ne faut pas aller chercher, faire de l'architecture compliquée, créer une tech qui est très compliquée parce qu'on ne sait pas en fait ce qui marche, ce qui ne marche pas. L'objectif principal, c'est de trouver le market fit, trouver ce qui fonctionne. Donc, faut pas trop se prendre la tête. Que ce soit simple. Voilà, trouver des shortcuts, trouver des éléments, des outils qui sont simples à mettre en place. Donc, si par exemple, on peut faire le travail avec des outils no-code, il faut le faire, il ne faut pas hésiter à le faire. Donc, sur cette partie-là, voilà, donc ne pas trop se prendre la tête. Mais après, plus on avance dans les stades de levée, plus on a besoin de montrer un aspect stratégique dans le cadrage de la tech. Ça veut dire quoi, stratégie technique en fait? Donc, et comment on peut montrer ça dans le cadre de levée, de manière générale aussi. Pour moi, ma propre façon de voir les choses, je vois la gestion ou le cadrage d'une stratégie technique, je la vois sur 3 dimensions. On peut même montrer aussi un peu le schéma là, que tu m'avais envoyé la dernière fois, qui s'affiche derrière nous, puisque technologie n'a pas de limite aujourd'hui. Je vois Et moi, je la vois plutôt sur 3 dimensions. C'est trouver à tout stade de la boîte le bon compromis entre le coût, la solidité technique et la productivité opérationnelle. Ça veut dire quoi? Coût, c'est très simple. C'est vrai il faut ça coûte. Voilà, combien ça coûte. Et il faut que ça reste toujours maîtrisé. Très important. Donc c'est le rôle de CTO, c'est de gérer sa stratégie technique sur ces 3 dimensions, mais aussi d'amener ces sujets-là aux discussions stratégiques et au board, au COMEX de l'entreprise, de pouvoir faire le lien entre les besoins business et les besoins de la tech et de s'assurer que la tech va toujours tenir la route par rapport aux besoins business. Donc sur ces 3 éléments-là, pendant les discussions stratégiques de l'entreprise. Ça marche. Exactement. Quand tu as fait ces levées de fonds avec des différentes boîtes, du coup, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais tu étais en full-time dans ces boîtes-là, en part-time. Le CTO, comment il peut se positionner du coup? Donc moi j'ai fait, je pense, tous les types de CTO. Donc full-time, CDI associé et part-time ou à temps partagé. Si on parle CTO. en France, exactement. Moi je dirais, mon retour d'expérience, c'est au début de l'aventure, il n'y a pas vraiment besoin d'un CTO à temps plein. Voilà. C'est toujours, il y a besoin peut-être d'un fondateur, un cofondateur, avec peut-être des compétences techniques, mais pas forcément d'un CTO à temps plein. Mais après, si on avance dans la levée de fonds, pour qu'on puisse avoir, si on avance dans les stades de l'entreprise, pour qu'on puisse avoir un travail efficace d'un CTO, pour couvrir la stratégie technique qu'on vient d'évoquer, ça devient de plus en plus indispensable d'être full-time. Et donc, d'être full-time et d'être conscient des problématiques de rôle de CTO. Donc, ça, c'est très important. Et grosso modo, là, je suis un fondateur business. Et du coup, pour résumer les choses à la fin, évidemment que je suis un entrepreneur business, dans les stages d'une startup, je veux réussir ma levée de fonds. Si je dois retenir une seule chose, c'est quoi? Moi, je lui dirais de ne pas chercher un CTO, de chercher plutôt un associé. Un associé technique, pourquoi pas, avec des capacités ou des compétences opérationnelles. Ne pas chercher un développeur non plus, vraiment un associé, une personne qui
qui a envie de se lancer dans une aventure entrepreneuriale, qui est 100% convaincu par l'idée du projet. C'est surtout une personne avec un match parfait au niveau humain. On peut dire ça en français. Ouais, le match. Ouais, un match parfait au niveau humain. Parce que même s'il n'y a pas les compétences, c'est pas trop grave. Ouais. On apprend. De toute façon, il faut apprendre dans l'entrepreneuriat et on peut toujours faire appel à de l'accompagnement. Mais si au niveau humain, ça ne marche pas, c'est souvent en fait fatal. En fait. C'est souvent quelque chose qui fait planter les boîtes à cause de ce problème de fit humain. On arrive à la fin de l'épisode. Samir, les notes, du coup, j'ai déjà donné ma propre note, mon ressenti sur l'épisode. Hyper intéressant, bien vulgarisé. Alors, j'ai buzzé 2-3 fois quand même pour rappeler un peu les vulgariser, stack technique, 2-3 trucs comme ça par-ci. Quand même, on est sur un sujet en plus assez technique, levée de fonds, assez business en plus, presque plus business que CTO, que tech, etc. Donc, c'était assez intéressant. Et note de 1 à 5, du coup, moi, aujourd'hui, je mettrais la note de 4 sur 5. Samir, qui est une bonne note. Pas mal. Qui est pas mal du tout. Ouais. Et je vous laisse dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et si oui, dites-moi pourquoi, c'est cool. Et sinon, dites-moi aussi pourquoi, parce que du coup, c'est cool aussi. Et on fera la moyenne de vos notes et on verra du coup si tout est OK avec moi ou pas. Samir, merci. Si les gens veulent te contacter, te suivre, du coup, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est le meilleur moyen. Avec plaisir. LinkedIn. S'ils veulent te contacter pour des cours de parachute, LinkedIn aussi ou Parachute Guide. Co-CTO. Co-CTO, ok. Exactement. Diversification, on va faire du parachute à temps partagé, ça va être excellent. Exactement. Et nickel, eh ben écoutez, merci à tous de nous avoir suivis et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde.